Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour et bienvenue dans ce book club du festival à l'école de l'Anthropocène, en public depuis le café Pilot au collège Truffaut dans le 1er à Lyon et en direct ou plus tard en replay sur Radio Anthropocène. Je suis Bérénice Gagne et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la juriste Isabelle Michalet qui vient nous parler de son ouvrage « Faire face à l'Anthropocène, les voies du droit », paru aux éditions 205 en 2023. Bonjour et bienvenue Isabelle Michalet. Bonjour, merci. Isabelle Michalet, vous êtes professeure de droit à l'Université de Rennes et chercheuse au sein du laboratoire IODE, spécialisée en droit de l'environnement autour des questions de biodiversité, de participation citoyenne ou encore de gouvernance environnementale. Merci de passer nous voir à Radio Anthropocène. Avec grand plaisir. Si vous le voulez bien, Isabelle Michalet, commençons par vous écouter dans le texte avec la lecture d'un court extrait de votre ouvrage « Faire face à l'Anthropocène, les voies du droit ». Ce découpage du monde humain par les frontières et limites maritimes s'impose à tout le vivant. Les peuples et les nations sont souverains sur la biodiversité se trouvant sur leurs terres, dans leurs eaux, dans leurs airs. Ils ont le pouvoir d'en organiser l'exploitation ou la protection, d'en disposer librement. Dans ce système, la règle de protection de la biodiversité vient ponctuellement restreindre un droit d'exploiter préalablement affirmé. Toute règle internationale visant à préserver le vivant non humain est conçue comme l'exception à un principe d'autant mieux ancré qu'il trouve ses origines dans la reconnaissance des peuples à disposer d'eux-mêmes et à être libres. En droit français, le droit de propriété, acquis révolutionnaire contre l'absolutisme royal, contient cette même prérogative à l'échelle individuelle. La faune sauvage, les milieux naturels sont appropriables. Le propriétaire a le droit d'en disposer et d'exploiter cette biodiversité ou de la protéger. Il est fondamentalement titulaire du droit de détruire. Certes, la préservation des espaces, ressources et milieux naturels, reconnus d'intérêt général, vient restreindre ce droit. Le propriétaire peut aussi décider d'affecter son bien à la conservation de la biodiversité. Mais son droit, comme la souveraineté de l'État, est pensé comme s'exerçant à des fins de valorisation économique. Il est un accès aux utilités. Ne pas exploiter constitue un renoncement. Écarter cette finalité lucrative est une perte. L'enjeu fondamental est là, reconsidérer le versant déprécié de ses prérogatives, positionner la plénitude d'exercice et la raison d'être d'un droit dont la puissance permet l'anéantissement, comme devant naturellement se déployer pour préserver le monde vivant. Il s'agit de replacer au centre ce qu'il est, un environnement équilibré, sain et protégé, est la première et ultime garantie de nos libertés. On entend d'emblée, Isabelle Michalet, que vous faites figure de punk parmi les juristes. Quand vous parlez du droit de propriété comme à la fois un acquis de la Révolution française contre l'absolutisme royal, mais aussi comme d'un droit de détruire, on pourrait croire que vous sortez tout droit d'une ZAD. L'Anthropocène nous pousse-t-il à interroger le droit de propriété ? Alors, merci déjà pour cette lecture, parce que quand on écrit et qu'on se relit, on ne le perçoit pas de la même manière. Et de l'entendre lire, ça me donne d'autres choses sur ce que j'ai écrit. Merci pour ça. Discuter du droit de propriété et s'interroger sur la pertinence du droit de propriété, c'est pas moi qui ai pensé la première, et s'il doit y avoir de la punk attitude là-dedans, c'est pas moi qui l'ai inauguré, dans le sens où il y a un livre qui date, et dont je me suis inspirée, que j'ai cité, un livre qui date des années 1980, je crois que c'est 82 ou 89, signé de Martine Raymond-Gouillot, qui est une juriste spécialiste du droit privé et qui connaît très très bien le droit de propriété. Et dans ce livre, Du droit de détruire, elle pose cette question. Le droit de propriété, c'est le droit de détruire. Et c'est elle qui m'a inspirée par rapport à ce passage-là. Et je pense qu'effectivement, il faut vraiment se poser la question. Alors, le droit de propriété, c'est un acquis, de même que la souveraineté étatique, c'est un acquis, c'est fondamental. Mais dans la mesure où ça aboutit à détruire, on doit s'interroger sur la légitimité de cette logique.
Et le droit de propriété, quand on enseigne à nos étudiants, qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire ? C'est l'usus, le fructus, l'abusus. Et l'abusus, c'est le droit de détruire la chose dont on est propriétaire. Et ça fait partie de nos fondamentaux de juristes. Et à l'époque actuelle, si on n'accepte pas de remettre en question nos fondamentaux, eh bien, autant aller faire, j'allais dire, de la broderie, quoi. Enfin, voilà. Alors un autre fondamental qu'il s'agit de remettre en question, vous évoquez la notion de ressources et vous rappelez que alors vous citez Mireille Delmas-Marty, oui. S'il est excessif de considérer que le terme ramènerait la biodiversité à une question d'exploitation appelant les bénéfices les plus élevés possibles, il n'en reste pas moins que reconnaître que les organismes vivants constituent une ressource, c'est admettre une possibilité de transformation à l'image des transformations opérées à partir des ressources minières. Alors là, on est en plein extractivisme. Et pour éviter les remarques ouin-ouin de type on ne peut plus rien dire, quelle autre dénomination le droit peut-il mobiliser ou inventer pour rendre compte de la nécessité de préserver la biodiversité et le milieu ? Alors oui, il y a le terme de ressources qui est utilisé assez largement. Il y a un autre terme qui est celui de diversité biologique, qui est un peu plus intéressant dans le sens où il est un peu moins connoté, encore que. Il y a un terme que j'aime beaucoup, qui est celui qui est utilisé le plus couramment dans le Code de l'environnement français, qui est le terme de patrimoine naturel. Quand on dit patrimoine, moi ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on sous-entend la transmission. Quand on parle de ressources, effectivement, on sous-entend l'exploitation. Quand on parle de patrimoine, alors on en revient aux fondamentaux du droit civil, hein, on n'est pas non plus dans quelque chose de totalement rebelle, mais quand on parle de patrimoine, on parle des générations futures, on parle de quelque chose qu'on a reçu et qu'on transmet. Et là, il y a une dimension qui est... ça n'exclut pas l'exploitation, ça n'exclut pas les usages, mais il y a cette... alors, dans le droit civil traditionnel, il y avait le bon père de famille, hein, qui est une figure que j'aime pas particulièrement, mais il y a cette idée là-dedans. Et là, pour le coup, on est dans le droit assez traditionnel, assez classique. Et le terme de patrimoine, dire du vivant non humain que c'est du patrimoine naturel, alors c'est nous placer, nous les humains, au centre et mettre en place une relation qui fait de nous des gardiens. On peut discuter de ça, mais néanmoins, je pense que c'est déjà un net progrès par rapport à d'autres terminologies. Il y en a une autre aussi qui est très largement utilisée par les économistes, qui est celle de capital naturel, que j'aime pas du tout, parce que là, on est dans la logique de rente, le capital. Non, la nature, c'est pas un capital naturel. On peut la nommer de bien des manières différentes. Il faut faire, je pense, très attention aux termes utilisés parce qu'ils sont signifiants. Mais dire que c'est un patrimoine, je pense que quand on parle de patrimoine culturel, par exemple, il y a cette dimension de protection, de conservation, de prendre soin, de transmission, qui n'est pas du tout discutée. Donc, associer ce terme de patrimoine à la nature me semble plutôt positif. Après, on peut discuter de cette conception un peu anthropocentrée, à nouveau, mais c'est beaucoup mieux que ressources. On parlait d'extractivisme, j'en profite pour signaler que vous enchaînez à 17h juste à côté avec une masterclass intitulée « Lithium, pétrole, terres rares, explosion de la demande, réponse du droit ». Quels sont les enjeux juridiques de cet extractivisme en circuit court que prévoit l'Union européenne pour répondre à la demande en ressources de la transition énergétique ? Ça va être tout l'objet de ce que je vais expliquer. Je voulais un petit teaser. Un teaser. L'Union européenne a adopté lundi 18 mars un règlement justement pour mettre en place tout un régime juridique sur ces matières premières critiques, pour consolider les filières d'approvisionnement et pour justement relocaliser l'extraction et le traitement de ces matériaux. Donc, il y a une actualité. Alors, c'est pas forcément le sujet sur lequel on va le plus s'arrêter dans le flot de ce qui nous arrive en termes d'actualité. Il n'empêche, on est tous très dépendants de tout un tas d'objets, nos ordinateurs, nos téléphones portables, par exemple.
Et ceci, pour les fabriquer, il faut des matières premières, il faut des terres rares notamment. Et ces terres rares, soit on va les chercher à l'autre bout du monde, soit on va les chercher en bas de chez nous. Et dans les deux cas de figure, il y a matière à s'interroger. Et voilà, c'est la logique de la nouvelle réglementation qui est en train de se mettre en place en droit européen et en droit français, de relocaliser l'extraction et la production. Ah oui, c'est pour ça que je parlais de circuit court. C'est ça, le circuit court, ça marche aussi pour le lithium. Alors on entend parfois parler d'écocide. D'où vient ce néologisme et que désigne-t-il, qu'apporte-t-il ? L'écocide, c'est un terme qui, au départ, a été forgé par des militants qui s'opposaient à l'usage massif de produits toxiques pendant la guerre du Vietnam, qui étaient pulvérisés par des avions américains parce que c'était la guerre. Je ne vais pas rentrer dans... Voilà. Pour défolier la jungle. Oui, affamer aussi peut-être les gens. Enfin bon, voilà. Et ce mélange de produits chimiques qui a été pulvérisé comme ça à grande échelle et qui a contaminé des superficies gigantesques a été qualifié d'écocide, c'est-à-dire un crime contre la nature. C'est un crime contre les populations, mais c'est un crime contre la nature, contre l'environnement. Et donc ce terme écocide, on peut le rapprocher, on peut le comparer au terme d'homicide, de féminicide, c'est-à-dire tuer. Tuer, écocide, tuer la nature, tuer notre maison. Donc c'est un terme qui existe en droit, qui est connu des juristes, qui, si on va au bout de la logique, signifierait qu'on devrait mettre en place dans le droit des incriminations pour punir lourdement les personnes qui détruisent l'environnement. Alors on est dans le cadre de destruction très importante. Donc une grosse catastrophe ou une atteinte majeure à l'environnement pourrait être qualifiée d'écocide et donc de crime contre l'environnement et être punie très lourdement. Donc là, on est au-delà de la délinquance environnementale. C'est de la délinquance environnementale, mais c'est de la grande délinquance environnementale. Parce que, pour faire simple, actuellement, dans le droit, alors en droit français, mais de façon assez répandue dans le monde, quand on punit les atteintes à l'environnement, on reste dans ce qu'on appelle des délits, c'est-à-dire des atteintes, des infractions qui sont punies parfois lourdement, mais on n'est pas dans la catégorie des atteintes criminelles, en termes juridiques, j'entends. L'écocide, c'est un crime. Donc, ça signifierait de revaloriser d'une certaine manière la définition des atteintes à l'environnement et les sanctions qui y sont attachées, de façon à faire reconnaître que porter une atteinte majeure à l'environnement, c'est aussi grave que de tuer une personne humaine. C'est aussi grave que de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne humaine. Ah, puisqu'on parle de ça, j'avais le géochimiste Jérôme Gaillardet à ce micro hier, et il a une question pour vous. D'accord. Je me prépare. Il dit « Il y a aujourd'hui une tendance à donner des droits à des entités naturelles. Pourrait-on intégrer des temporalités longues dans le droit ? C'est-à-dire, plutôt que de donner une personnalité juridique à une rivière, pourrait-on désigner le cycle de l'eau comme entité juridique ? Parce que la rivière n'est qu'un état transitoire de ce cycle. Autrement dit, comment pourrait-on intégrer les cycles du système Terre dans le droit ? C'est une excellente question et alors ça fait partie, évidemment, il y a quelques juristes rebelles, alors pas moi mais d'autres, qui réfléchissent à ça justement, le cycle de l'eau ou d'autres processus fondamentaux. Alors on les aborde un petit peu à travers la notion de service écosystémique, mais là on est encore dans une logique où la nature nous rend des services, donc protégeons ces processus parce qu'ils sont nécessaires à notre vie, à nous les êtres humains. Mais on peut aussi dire le cycle de l'eau, il est nécessaire de le protéger indépendamment des services qu'il peut nous rendre, parce que c'est simplement la vie qui est là. Mais c'est un enjeu très important d'intégrer dans le droit. Alors, le mouvement, déjà, le fait que l'on veut protéger quelque chose qui est évolutif. Le droit, c'est très bien appréhender, on va dire, pas forcément les choses immobiles, mais en tout cas avec une certaine
prévisibilité est maîtrisée par les humains. Là, on est dans quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc il y a ce côté-là déjà qui est difficile à appréhender. Puis après, il y a la question de la temporalité. Et le temps long pour le droit, c'est aussi quelque chose de compliqué. Parce que la règle juridique, elle peut être forgée dans le temps long, mais elle a tout le temps vocation à changer aussi au gré des évolutions sociales, principalement. Donc, on peut imaginer de construire... Alors, le cycle de l'eau, pour nous les juristes, c'est une chose déjà, a priori, parce que c'est pas un être humain. Donc, c'est une chose. Ensuite, c'est une chose évolutive, c'est une chose en mouvement qu'on ne contrôle pas. La question, ce serait est-ce qu'on veut lui attacher un statut juridique ou le protéger. Protéger le cycle de l'eau, c'est compliqué de l'appréhender, c'est immatériel d'une certaine manière. C'est pour ça que protéger la rivière, c'est plus simple. Ça sous-entendrait... Alors, les nuages aussi, les nuages, comment est-ce qu'il y a des juristes qui ont travaillé sur comment est-ce qu'on peut attraper par le droit les nuages. Mais pourquoi faire et au final, peut-être la question est plutôt celle de comment, plus généralement, de comment le droit peut appréhender et puis préserver tout ce vivant là, dans toute sa complexité, en dehors de nous les humains. Et ça soulève des difficultés qui sont structurelles pour nous les juristes, parce que le droit, il est quand même construit sur la base de relations entre êtres humains. Donc dès lors qu'on le projette, si on peut dire, vers des entités non humaines, qui de ce fait ne sont pas représentées dans notre monde, si ce n'est à travers le terme de choses, comme je le disais, ça mérite de bien y réfléchir. Mais il y a des juristes spécialisés en droit de l'eau qui ont réfléchi sur cette question-là du cycle de l'eau et comment on pourrait faire avec le droit pour le protéger. Et alors, dans votre ouvrage, vous nous emmenez encore plus loin puisque vous évoquez les droits des générations futures. En effet, nos actions et surtout notre inaction actuelle ont des conséquences dès maintenant, mais elles continueront d'en avoir demain et même après-demain. Dès lors, comment garantir une justice intergénérationnelle ? Alors sur les droits des générations futures, là encore, c'est pas moi qui ai pensé les choses la première. Il y a un ouvrage merveilleux d'une juriste américaine qui s'appelle Edith Brown-Weiss qui a proposé l'équité intergénérationnelle et qui propose, on va dire, de regarder, de considérer le temps non pas comme une ligne, mais comme des boucles qui se font entre les générations passées et puis les générations présentes et les générations futures. Et l'enjeu, c'est d'arriver à construire les mécanismes pour qu'il y ait cette solidarité qui existe entre les générations, ce qu'elle appelle l'équité intergénérationnelle, c'est-à-dire le fait que la génération présente ne doit pas se servir, on va dire, sur le dos des générations à venir. Et elle essaye d'imaginer les mécanismes juridiques qui permettraient de garantir ça, c'est-à-dire qu'on prenne en compte à nouveau le temps long et qu'aujourd'hui, dans les décisions que l'on prend, on considère les droits des générations futures. C'est extrêmement complexe à faire parce que les générations futures ne sont pas là, par hypothèse, ne sont pas représentées aujourd'hui, on ne sait pas quels seraient leurs besoins. Et donc la solution qui existe, qui a été trouvée dans un petit nombre de pays, et notamment au Pays de Galles, c'est de les faire représenter par une personne qui est le gardien ou le commissaire des générations futures et qui est là pour essayer de défendre leurs intérêts, sachant que l'enjeu, c'est plutôt de dire, puisqu'on ne sait pas ce dont elles auront besoin et quelles seront leurs attentes, eh bien, essayons de leur transmettre au moins tout ce que nous avons, nous, déjà, pas moins. Et quand on voit la manière dont on consomme et surconsomme ce que la Terre nous donne, on sait déjà qu'on n'est pas du tout au point sur cette question-là. Ce que l'on transmet aux générations futures, c'est déjà moins que ce que nous, on a reçu, ou en tout cas les générations d'avant également. Et c'est d'ailleurs ce que bien nous reprochent, ce que nous reprochent bien les plus jeunes. Moi, mes étudiants me disent mais et nous, et je leur dis pensez à la génération d'après, ils vont vous dire la même chose. On a appris cette semaine que la métropole de Lyon vient de déposer une assignation en référé au tribunal judiciaire de Lyon contre Arkema et Daikin, deux industriels installés dans la vallée de la chimie. D'après un article du Monde paru le 19 mars, la métropole demande une expertise judiciaire de grande ampleur pour objectiver scientifiquement la pollution de l'eau aux PFAS, ces polluants éternels,
très utilisé dans la fabrication de matériaux résistants à la chaleur. Et Bruno Bernard, le président de la métropole, affirme « Nous avons repris la régie de l'eau. La métropole est gestionnaire du prélèvement et de la distribution de l'eau potable. Si des pollueurs compromettent ce bien commun vital, nous avons la responsabilité d'intervenir. » Le droit peut-il redonner une capacité d'agir aux élus comme aux citoyens-citoyennes ? Mais bien sûr, mais le droit, c'est un outil. La question, elle se pose en amont. Quelles règles juridiques est-ce qu'on veut construire ? Quelle société on veut ? Et les règles juridiques qui existent, elles sont le reflet de la société, des choix qui sont faits. Et puis ensuite, il y a la volonté politique de le mettre en œuvre, ce droit. Et en droit de l'environnement, on est très habitué au fait qu'il y a un décalage entre la règle juridique telle qu'elle existe et telle qu'elle est mise en œuvre, les résultats qu'elle produit. Parce que ce décalage, il est le résultat d'une absence de volonté. Volonté politique, insouciance aussi des intérêts. Les citoyens, on n'est pas non plus complètement innocents par rapport à tout ça, dans le sens où est-ce qu'on est vraiment très très préoccupé par le non-respect de la norme qui protège l'environnement ? Je ne suis pas sûre de ça. Sur cette affaire des PFAS, je pense que c'est que le début d'un contentieux à tiroir avec des affaires multiples. Il va y avoir... alors là, on est au début, donc une collectivité territoriale qui attaque des industriels. Il va falloir... alors ceux-ci vont répondre en disant « mais démontrez-nous le lien de causalité entre nos activités et puis le dommage que vous prétendez, enfin la pollution existante, démontrer qu'on dépasse des seuils, etc. Démontrer que c'est notre responsabilité. Ça va prendre des années parce que ça va pas s'arrêter au tribunal, ça partira devant le Conseil d'État, à la Cour de cassation, je ne sais où. Donc ce sont des contentieux de principe dans la mesure où l'enjeu c'est d'avoir une réponse sur une défense, des arguments qui sont vitaux d'une certaine manière de part et d'autre. Là, à un moment donné, je pense qu'on va se poser la question de l'écocide, vraiment. Sur ce type de polluants, je pense que... Alors, on est tout au début, mais et c'est très intéressant de voir sur quel fondement aussi les actions sont menées et de partir au pénal. Ça signifie aussi que l'enjeu, il est majeur. Donc oui, mais il faut un courage politique. Il faut un courage politique. Et puis, il faut aussi des citoyens qui soient solidaires de ça. Parce qu'on peut regarder les choses de l'autre côté et se dire que tout ce qui est fabriqué par ces industriels, on s'en sert. Mm-hmm. Donc on est aussi des consommateurs. Exactement. Je le disais tout à l'heure, vous avez un profil véritablement atypique pour une juriste. Vous êtes par exemple à l'initiative du projet inédit « Dessiner le droit ». Pouvez-vous nous présenter ce projet et nous raconter comment vous en avez eu l'idée ? Alors ce projet, il part de l'idée que le droit peut être créatif. Ça, c'est quelque chose... J'y suis très attachée à cette idée de la créativité du droit. On peut créer des choses avec le droit. Ça n'est pas quelque chose... La règle juridique, alors il y a tout un discours ambiant qui critique le droit, la norme, comme étant de la contrainte. Oui, mais c'est aussi des garanties. Et puis, quand on est en matière environnementale, quand on voit tout ce qui se passe devant les juges, notamment en matière climatique, on sait que le droit peut être créatif, dans le sens où on peut imaginer des choses inédites, pour peu qu'on le veuille bien, encore une fois. Donc ensuite, ce projet Dessiner le droit, c'était une façon d'associer à la créativité du droit une créativité artistique, montrer que l'art peut répondre au droit et que les deux peuvent s'entendre. Alors ce projet, il a débuté dans le cadre de l'école urbaine de Lyon. Et c'était à l'époque où nous étions tous obligés de rester chez nous pour des raisons sanitaires. Il a été initié, alors j'ai participé, mais j'étais pas seule. Il y avait Jérémy Cheval, Lou Herman et puis Natalia Kobilarz, qui est juriste à la Cour européenne des droits de l'homme. Et l'idée a été de faire collaborer à distance donc un juriste et un artiste. Le juriste racontant soit une décision de justice, soit un texte de loi, soit un extrait d'une constitution, ce que j'ai fait aussi, et le raconter à un artiste qui ensuite faisait une œuvre sur cette base-là. Et donc, on a progressivement, et parce qu'il y a une belle dynamique qui s'est mise en place là autour,
Il y a une cinquantaine d'œuvres qui ont été réalisées, qui sont visibles sur un site qui s'appelle Anthropocène 2050 et qui montrent, et chaque artiste avec sa sensibilité a produit, je vais dire le terme produire, une œuvre qui est le reflet de ce que le juriste lui a raconté avec sa sensibilité aussi. Et les œuvres sont extrêmement diversifiées et très belles toutes, et montrent que le droit est créatif. C'est une façon aussi de montrer à des personnes qui ne sont pas juristes le droit, et en voyant l'œuvre, on se pose la question de d'où vient-elle, et on peut derrière découvrir qu'il y a du droit et qu'il y a une créativité autre que celle qui est artistique. Alors je vous ai qualifié de punk des juristes, ce qui est un hommage venant de moi. Merci, oui, j'ai bien compris. Si je devais le justifier encore une fois, je lirais ce passage de votre ouvrage. La réponse du droit face à l'Anthropocène ne peut se construire que sur une égalité des sexes, autrement dit, sur la fin du patriarcat et d'une domination du monde par le genre masculin. Pourquoi une approche féministe est-elle nécessaire en droit de l'environnement ? Alors, je suis partie d'un constat avant d'écrire ça, parce que je suis une punk prudente, enfin une juriste quand même, prudente, dans le sens où, avant d'écrire quelque chose d'engagé, je m'appuie sur une démonstration. Et elle a été très simple à faire, cette démonstration. Je me suis posé la question, les sphères dans lesquelles le droit est élaboré sont-elles des sphères où règne une égalité entre les femmes et les hommes ? Et rien, enfin, j'ai pas besoin d'aller chercher bien loin pour... le Parlement français est en majorité composé d'hommes, le gouvernement à parité, certes, chez les ministres, mais le président de la République, à ma connaissance, n'a jamais été une femme. Et si vous transposez ça, et il y a des statistiques qui existent, parce que des recherches ont été faites, si vous transposez ça dans aucun pays du monde, les organes législatifs ou exécutifs ne sont dominés par les femmes, voire à égalité dans certaines hypothèses. Mais partout, ce sont les hommes qui sont majoritaires dans ces sphères où le droit est élaboré, où les décisions sont prises. Donc, à partir de là, c'est même pas une démarche féministe, je demande simplement l'égalité. C'est féministe, c'est pas un gros mot. Non, mais sans aller dans un discours engagé, je considère que l'égalité, c'est quand même la base de la relation entre les êtres humains. Et là, j'en parle dans le cadre d'une relation entre les femmes et les hommes, mais à tous les échelons, si on peut dire, quelle que soit la différence qui est mise en avant et qui n'a pas lieu d'être, l'égalité, simplement, la non-discrimination. On va peut-être laisser la parole au public. Si vous avez des questions, je vous propose une courte pause musicale pendant laquelle vous pouvez réfléchir aux questions que vous souhaitez poser à Isabelle Michalet. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Didn't think I'd fall so hard, didn't think I wanted more. Say you ain't in love, so it's time to cut it short. Didn't think I'd fall so hard, didn't think I wanted more. Say you ain't in love, so it's time to cut it short. You had me straight living, why you always look so killing. Tension with the knife dripping, brought me back to life winning. So I asked you out on a date, thought we got along real great. Wanted to take my time, thought it was gonna be too late. Your damage was done, thought it was better to wait. Thought I'd let the feeling inflate, saw each other return. Lifting those heavy weights, got so much baggage, need a crate. Now you think we're mates, but I ain't your friend. Let's not pretend, you know why you're here and when it's gonna end, so I'ma just kiss you then. Didn't think I'd fall so hard, didn't think I wanted more. Say you ain't in love, so it's time to cut it short. Didn't think I'd fall so hard, didn't think I wanted more. Say you ain't in love, so it's time to cut it short. It's time to cut it short, you said it's time to cut it. Cut it, say you ain't in love, so it's time to cut it short. Time to cut it short, you said it's time to cut it. Cut it, say you ain't in love, so it's time to cut it short. We hanging out a good amount, but you're pulling away. What's
What's that about? You're coming back, but you're full of doubt. Want you to stay, but you're checking out. You know what? We should just smoke up, hook up, feel the blaze, get fed up, break up, think about you for days. We doing the same shit in different ways, never been so high, then you got me. Dazed and confused. This purple haze must be the fuse. Stuck in your maze, and I'm not immune. Just one last gaze, and I'll be excused. Didn't think I'd fall so hard, didn't think I wanted more. Say you ain't in love, so it's time to cut it short. Didn't think I'd fall so hard, didn't think I wanted more. Say you ain't in love, so it's time to cut it short. It's time to cut it short, you said it's time to cut it. Cut it, say you ain't in love, so it's time to cut it short. Time to cut it short, you said it's time to cut it. Cut it, say you ain't in love, so it's time to cut it. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. On va prendre une première question dans le public. Oui, vous parlez d'une justice qui poursuivrait, j'allais dire, activement un artiste pour le produire et en tirer un certain bénéfice. C'est-à-dire que le rapport juge-loi-artiste peut exister et être gagnant. Seulement, si l'artiste, lui, devient fou, c'est-à-dire englobe la justice et provoque un cercle vicieux de plus en plus profond, j'allais dire, est-ce qu'il devient un trouble à l'ordre public au mondial en émanant une réponse évidemment vicieuse, c'est-à-dire qu'il va continuer à troubler l'ordre parce que des personnes s'intéressent à lui et à sa folie. Il devient, si vous voulez, un horizon accessible qui engendre toute la polémique de la poursuite de la liberté, de l'expression de la liberté. C'est-à-dire qu'il va répondre, il va créer une passerelle entre le juge qui le poursuit pour lui donner une existence et le trouble à l'ordre public qui, lui, va continuer de poursuivre et de se faire phagocyter, j'allais dire, par l'intérêt suscité de l'artiste. Alors merci pour cette question. C'est vrai que faire l'amalgame entre la biodiversité et les artistes, on n'y avait pas pensé. On parle de créativité du droit. J'ai pas vraiment de réponse parce que je pense que c'est plutôt une opinion que vous souhaitiez exprimer. Mais le propre des artistes est de déranger et le propre des juristes est de ranger. À partir de là, parfois ça frictionne un peu. Je veux bien. On a une deuxième question dans le public. Bonjour, on m'entend. Merci pour votre intervention. Je voulais revenir sur le lien que vous aviez fait entre la propriété et l'environnement. Et je voulais savoir comment dépasser en fait, les fondamentaux juridiques de l'usus, de l'abusus et du fructus pour le protéger. Simplement essayer d'imaginer... alors si on parle d'une relation entre une personne et une chose, parce que le droit de propriété c'est à peu près ça, essayer d'imaginer d'autres modes relationnels entre les personnes et les choses. Il peut y avoir simplement le fait d'être un usager de la chose sans en être propriétaire. Il y a aussi tout un pan du droit qui aujourd'hui se développe, qui travaille sur la notion de commun. Des collègues de droit civil et notamment ma collègue Marie-Pierre Camproux-Dufresne qui est très au point là-dessus, qui explique que l'on peut considérer par exemple qu'un fleuve est un commun, c'est-à-dire un ensemble. Alors dans ce commun, elle va mettre aussi bien les humains que tout ce qui compose le fleuve qui n'est pas humain, et ce commun fonctionne par interrelation entre les personnes et puis les composantes non humaines de ce commun. Et tout ça doit s'organiser d'une manière à ce que, une sorte de symbiose d'une certaine façon. Et là, elle propose de construire une relation qui n'est absolument pas, qui est totalement déconnectée de la relation de propriété. En fait, en droit français, le droit de propriété a gagné d'une certaine manière, parce que c'est le modèle dominant. Mais il n'y a pas que ce modèle-là. Et puis si on se tourne vers d'autres cultures, il y a des cultures dans lesquelles le droit de propriété n'existe pas, n'est pas pensé, parce que la relation entretenue entre les personnes et puis ceux qui les entourent est basée sur d'autres référentiels qui sont à des années-lumière de ce que nous avons.
et qui exclut totalement cette relation de propriété et d'appropriation qui est chez nous centrale. Donc il faut accepter de se sortir de notre modèle, de notre culture juridique, et d'aller voir un peu ailleurs. Alors soit ailleurs dans d'autres pays, soit dans notre passé aussi, parce que dans notre histoire, et notamment à l'époque médiévale, il y avait d'autres choses que le droit de propriété qui étaient là pour formaliser la relation avec nos choses du quotidien, si on peut dire, alors vivantes ou non d'ailleurs. Merci Isabelle Michalet de remplir notre boîte à outils pour faire face aux enjeux du changement global cet après-midi sur Radio Anthropocène. On vous rejoint dans quelques minutes, juste à côté, pour votre masterclass Lithium, pétrole, terres rares, explosion de la demande, réponse du droit. C'était le dernier book club du festival et j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ces moments d'échange autour de l'Anthropocène avec des auteurs et des autrices venus d'horizons variés. Je vous remercie pour votre écoute et votre présence chaleureuse. On se retrouve les mercredis après-midi sur Radio Anthropocène pour les lectures anthropocènes. Et maintenant, sur Radio Anthropocène, on s'engage avec Ecologica. Bon après-midi à toutes et à tous sur Radio Anthropocène. Merci, au revoir. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.